En juillet 1990, 5 étudiants universitaires de Lyon partent en vacances au lac d'Annecy pour documenter la faune et la flore alpine. Christophe Bernot, Aurélie Duchamp, Florian Marchand, Sandrine Lepage et David Leroy ne reviendront jamais de ce voyage qui devait durer 15 jours. Pendant 20 ans, leur disparition reste un mystère total, aucune trace, aucun indice, aucune explication. Puis en 2010, un guide de montagne fait une découverte qui va révéler la vérité terrifiante sur ce qui s'est réellement passé ce soir du 23 juillet 1990. Ce qu'il trouve dans cette grotte cachée va changer à jamais notre compréhension de cette affaire et révéler un secret que certaines personnes étaient prêtes à tout pour protéger. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, en juillet 1990. La perle des Alpes vit ses plus beaux jours d'été. Le lac aux eaux cristallines attire des milliers de touristes venus du monde entier pour admirer ces paysages alpins préservés. La ville de 50 000 habitants prospère grâce au tourisme écologique qui représente déjà une part importante de son économie. Les autorités locales sont particulièrement fières de la pureté exceptionnelle du lac d'Annecy, régulièrement classé parmi les plus propres d'Europe. C'est dans ce contexte idyllique que 5 étudiants de l'université Lyon 2 décident de passer leurs vacances d'été. Christophe Bernot, 20 ans, étudiant en biologie, est le leader naturel du groupe. Passionné d'écologie depuis l'adolescence, il rêve de devenir chercheur en environnement. Ses amis le décrivent comme quelqu'un d'organisé, méticuleux, mais aussi très charismatique. Aurélie Duchamp, également 20 ans, étudie le journalisme et se passionne pour le reportage documentaire. Elle est toujours équipée de son carnet de notes et de son appareil photo, documentant tout ce qui l'entoure. Florian Marchand, 21 ans, poursuit des études de chimie et se spécialise dans l'analyse environnementale. C'est lui qui apporte la dimension scientifique au groupe, capable d'analyser la qualité de l'eau et de détecter d'éventuelles pollutions. Sandrine Lepage, 20 ans, étudie la géographie et excelle en cartographie. Elle connaît parfaitement les sentiers de montagne et les cartes topographiques de la région. Enfin, David Leroy, le plus jeune à 19 ans, étudie la photographie et se charge de documenter visuellement leurs découvertes. Le groupe s'était formé lors d'un projet commun sur l'écologie alpine et avait décidé de poursuivre leurs recherches pendant les vacances. Ils avaient obtenu une petite subvention de leur université pour documenter la biodiversité du lac d'Annecy et de ses environs. Leur projet consistait à créer un guide écologique complet de la région, mêlant photographie, analyse scientifique et témoignages locaux. Ils s'installent dans un petit camping près du lac, dans la commune de Talloires. Le propriétaire, Marcel Vernet, un homme d'une 60aine d'années, se souvient parfaitement de ces jeunes gens enthousiastes. Ils étaient différents des autres touristes, raconte-t-il. Ils se levaient avant l'aube pour observer les oiseaux. Ils avaient toujours des carnets et des appareils photos. Christophe me posait sans cesse des questions sur l'histoire du lac, sur les changements qu'il avait observés au fil des années. Les premiers jours de juillet 1990 se déroulent parfaitement selon leur plan. Le groupe explore méthodiquement les rives du lac, documentant chaque espèce observée. Aurélie tient un journal détaillé de leurs découvertes, notant avec précision les horaires, les conditions météorologiques et les observations de chacun. Florian prélève régulièrement des échantillons d'eau à différents endroits du lac pour analyser leur composition chimique avec un kit portable qu'il a emprunté à son laboratoire universitaire. Le 15 juillet, ils font une découverte intéressante. Sandrine, en étudiant les cartes topographiques, identifie plusieurs grottes naturelles le long de la rive est du lac, dans une zone moins fréquentée par les touristes. Ces grottes ne sont pas mentionnées dans les guides touristiques, note-t-elle dans son carnet. Elles pourraient abriter des espèces spécifiques ou des formations géologiques intéressantes. Le groupe décide d'explorer cette zone les jours suivants. David photographie minutieusement l'extérieur des grottes
tandis que Florian analyse l'eau dans cette partie du lac. Curieusement, ces analyses révèlent des niveaux de certains minéraux légèrement différents de ceux observés dans d'autres zones du lac. Il y a quelque chose d'inhabituel ici, confie-t-il à ses amis. Les concentrations en phosphate sont plus élevées que la normale. Le 20 juillet, il remarque quelque chose d'étrange. Alors qu'ils campent près de la zone des grottes pour une observation nocturne des chauves-souris, ils entendent des bruits de moteurs vers minuit. C'était bizarre, se souvient Marcel Vernet, à qui ils avaient raconté cette observation le lendemain. Il me disait qu'ils avaient vu des lumières sur le lac en pleine nuit, mais que quand ils avaient voulu s'approcher, tout s'était arrêté. Intrigué, il décide d'organiser une surveillance nocturne plus systématique. Christophe, avec son esprit méthodique, établit un planning. Il se relaie par groupe de 2 pour observer le lac depuis un point surélevé avec des jumelles et l'équipement photographique de David. Le 22 juillet au soir, Aurélie et Florian prennent le premier quart de surveillance. Vers 1h30 du matin, ils observent effectivement des lumières sur le lac. Plusieurs bateaux semblent se diriger vers la zone des grottes. Ils réveillent discrètement leurs amis, et tous les 5 observent, fascinés et inquiets, une opération qui dure près de 2 heures. Ils déchargeaient quelque chose dans l'eau, écrit Aurélie dans son carnet. Des bidons, des contenants métalliques. L'opération semblait parfaitement organisée, comme s'ils connaissaient parfaitement les lieux. David parvient à prendre quelques photos avec son téléobjectif, malgré l'obscurité. Le lendemain matin, le groupe se réunit pour décider de la marche à suivre. Florian insiste pour retourner analyser l'eau dans la zone où ils ont observé l'activité nocturne. Les résultats sont alarmants. Les niveaux de substances chimiques ont considérablement augmenté, et ils détectent la présence de composés qui ne devraient pas se trouver naturellement dans le lac. « Nous devons prévenir les autorités », déclare Christophe. Mais Aurélie, avec son instinct de journaliste, suggère de rassembler d'abord plus de preuves. Si nous nous trompons, nous passerons pour des étudiants paranoïaques. Si nous avons raison, nous devons avoir des preuves solides. Le 23 juillet 1990, ils prennent une décision qui va sceller leur destin. Ils décident de retourner près des grottes pour documenter une nouvelle fois l'activité nocturne, mais cette fois-ci avec un équipement plus sophistiqué. David a emprunté une caméra vidéo à un ami et Florian a préparé un kit d'analyse plus complet. Marcel Vernet les voit partir ce soir-là vers 21h. Ils étaient excités mais aussi nerveux, se souvient-il. Christophe m'a dit qu'ils allaient peut-être découvrir quelque chose d'important pour l'environnement du lac. Je ne les ai jamais revus. Le 24 juillet 1990, quand les 5 étudiants ne reviennent pas au camping, Marcel Vernet s'inquiète. Il contacte la gendarmerie d'Annecy vers 14 ans. L'adjudant-chef, Pierre Morel, responsable de la brigade, traite initialement l'affaire comme une disparition classique de jeunes randonneurs. Chaque été, nous avons des cas similaires, explique-t-il dans son rapport. Des jeunes qui sous-estiment les dangers de la montagne ou qui modifient leurs plans sans prévenir. Les premières recherches se concentrent sur les sentiers de montagne. Une équipe de secours explore les pentes du Semnoz et du mont Verrier, pensant que le groupe a pu faire une randonnée qui a mal tourné. Mais rapidement, les gendarmes s'aperçoivent que tout l'équipement de camping des étudiants est resté sur place. Leurs sacs à dos, leurs vêtements, leurs appareils photographiques, tout est là, soigneusement rangé. L'inspecteur Laurent Dufresne, de la police judiciaire de Haute-Savoie, reprend l'enquête le 26 juillet. Homme d'expérience, il a déjà traité de nombreuses disparitions dans la région alpine. Ce qui le frappe immédiatement, c'est l'organisation du campement. Tout était parfaitement en ordre, note-t-il dans son rapport. Leurs affaires étaient rangées, comme s'ils avaient prévu de revenir rapidement. Ils avaient même laissé des échantillons d'eau étiquetés et datés sur leur table de travail. Les familles des 5 étudiants arrivent à Annecy dès le 25 juillet. Bernard Bernot, le père de Christophe, est un professeur de chimie au lycée de Lyon. Il examine les notes de son fils et de Florian, particulièrement intéressés par leurs analyses d'eau. « Mon fils était méticuleux », déclare-t-il aux enquêteurs. Jamais il n'aurait abandonné ses recherches en cours. Et regardez ses analyses. Elles montrent des anomalies dans la composition chimique du lac.
Mais les autorités locales minimisent ces observations. Le maire d'Annecy, soucieux de préserver l'image touristique de la ville, suggère que les étudiants ont peut-être mal interprété leurs analyses. Le lac d'Annecy est régulièrement contrôlé par nos services, déclare-t-il. Sa pureté est exceptionnelle et constamment vérifiée. Les recherches s'intensifient. Des plongeurs explorent le lac, des chiens pisteurs parcourent les rives, des hélicoptères survolent la région. Mais aucune trace des 5 jeunes gens n'est découverte. L'affaire fait la une des journaux locaux, puis nationaux. Les médias parlent de l'énigme d'Annecy, de disparitions mystérieuses, et avancent diverses théories, accidents de montagne, fugues collectives, drames passionnels. Au fil des semaines, les familles organisent leurs propres recherches. Elles engagent des détectives privés, diffusent des avis de recherche dans toute la France, lancent des appels à témoins. Françoise Duchamp, la mère d'Aurélie, devient la porte-parole du groupe de famille. « Nos enfants n'ont pas disparu sans raison », répète-t-elle inlassablement. Ils enquêtaient sur quelque chose d'important. Leur carnet de notes parle d'activités suspectes sur le lac. L'inspecteur Dufresne étudie attentivement ces carnets. Il note que les étudiants avaient observé une activité nocturne inhabituelle dans la zone des grottes. Il organise des surveillances nocturnes, mais ne détecte aucune activité anormale. Peut-être que notre présence a découragé quiconque opérait dans la zone, note-t-il dans son rapport du 15 août 1990. Les mois passent. L'affaire continue de passionner l'opinion publique, mais les pistes s'amenuisent. En novembre 1990, l'enquête est officiellement classée comme disparition inquiétante, sans éléments nouveaux. Les familles n'acceptent pas cette décision et continuent leurs recherches privées. En 1991, Bernard Bernot fait appel à un laboratoire indépendant pour analyser les échantillons d'eau que son fils avait prélevés. Les résultats confirment la présence de composés chimiques industriels en quantité anormale. Il transmet ces informations aux autorités, mais ces révélations sont accueillies avec scepticisme. Les analyses ont été effectuées sur des échantillons conservés dans des conditions non contrôlées, répond l'administration. Elles ne peuvent pas être considérées comme fiables. Pourtant, d'autres indices troublants émergent. Marcel Vernet, le propriétaire du camping, remarque que depuis la disparition des étudiants, certains de ses clients habituels, des pêcheurs locaux qui fréquentaient le lac depuis des décennies, évitent la zone des grottes. Ils me disent que le poisson a un goût bizarre dans cette partie du lac, confie-t-il à Françoise Duchamp. En 1992, un ancien employé de l'entreprise de nettoyage industriel Alpina Services, basée à Annecy, contacte discrètement l'inspecteur Dufresne. Sous couvert d'anonymat, il affirme que son entreprise effectuait des missions spéciales, nocturnes, sur le lac en 1990. Nous transportions des déchets, mais nous ne savions pas quoi exactement, déclare-t-il. Les ordres venaient directement de la direction, et nous devions garder le silence absolu. L'inspecteur Dufresne enquête sur Alpina Services. L'entreprise, dirigée par Marcel Fontaine, un homme d'affaires influent de la région, se spécialise dans le nettoyage industriel et le traitement des déchets. Officiellement, elle travaille pour plusieurs usines de la vallée de l'Arve. Mais quand Dufresne tente d'obtenir des informations sur les missions spéciales mentionnées par l'ancien employé, il se heurte à un mur de silence. Alpina Services respecte scrupuleusement toutes les réglementations environnementales, déclare Marcel Fontaine. Nous n'avons jamais effectué d'opération nocturne sur le lac d'Annecy. Cet ancien employé a été licencié pour des problèmes de comportement. Ces accusations sont totalement infondées. Mais l'inspecteur Dufresne n'abandonne pas. Il découvre que plusieurs entreprises de la région utilisent les services d'Alpina pour l'évacuation de leurs déchets industriels. Parmi elles, la société Chimie Alpine, qui produit des solvants et des produits chimiques pour l'industrie. L'entreprise est située à Chamonix, mais ses déchets sont traités par une filiale implantée près d'Annecy. En 1993, l'inspecteur Dufresne obtient un mandat pour fouiller les archives de Chimie Alpine. Il découvre des documents troublants, des factures pour des traitements spéciaux
effectués par Alpina Service, des rapports internes mentionnant des difficultés de stockage et des solutions temporaires pour l'évacuation des déchets. Un document daté du 15 juillet 1990 attire particulièrement son attention. Il s'agit d'une note interne de Chimie Alpine, indiquant que la solution proposée par Alpina Service pour l'évacuation d'urgence des résidus de production sera mise en œuvre dans les meilleurs délais, en coordination avec les autorités compétentes. L'inspecteur Dufresne demande des explications à la direction de Chimie Alpine. Cette note fait référence à une procédure d'urgence parfaitement légale, répond l'avocat de l'entreprise. Nous avons été confrontés à un problème temporaire de stockage et avons fait appel à une société spécialisée pour évacuer nos déchets selon les normes en vigueur. Mais quand Dufresne demande le détail de cette procédure d'urgence, il apprend que tous les documents relatifs à cette opération ont été perdus lors d'un déménagement de bureau en 1992. Les années passent. En 1995, l'affaire des 5 étudiants d'Annecy sort progressivement de l'actualité. Les familles continuent leurs recherches, mais l'espoir s'amenuise. L'inspecteur Dufresne, muté à Grenoble, garde le dossier ouvert mais reconnaît manquer d'éléments nouveaux pour relancer l'enquête. En 1988, Marcel Fontaine, le dirigeant d'Alpina Services, décède dans un accident de voiture. Sa veuve décide de vendre l'entreprise. Lors de la liquidation, plusieurs anciens employés prennent la parole pour révéler des pratiques douteuses. Marcel nous obligeait à faire des choses illégales, confie André Millet, ancien chauffeur de l'entreprise. Il nous payait en liquide pour des missions nocturnes qu'il fallait garder secrètes. Ces révélations relancent l'intérêt pour l'affaire, mais les preuves matérielles manquent toujours. En 1999, une association de défense de l'environnement lance une étude indépendante sur la qualité du lac d'Annecy. Les résultats montrent des traces de pollution industrielle dans la zone des grottes. Mais les autorités arguent que cette pollution peut avoir de multiples origines. L'affaire entre dans une phase de latence. Les familles des victimes vieillissent, certaines perdent espoir. En 2005, Françoise Duchamp, la mère d'Aurélie, décède d'un cancer. Avant sa mort, elle confie à sa sœur Catherine « Je suis sûre qu'Aurélie et ses amis ont découvert quelque chose d'important. Un jour, la vérité éclatera. Cette vérité va effectivement éclater, mais de manière totalement inattendue. » En 2010, Henri Gauthier, guide de montagne professionnel âgé de 45 ans, explore une zone peu fréquentée du lac d'Annecy, avec un groupe de spéléologues amateurs. Henri connaît la région comme sa poche. Il y travaille depuis 20 ans, guidant des touristes et des scientifiques dans les grottes et les sentiers alpins. Ce jour-là, le 15 juin 2010, Henri explore une grotte qu'il a découverte récemment, située dans une zone accessible uniquement par bateau ou par un sentier de montagne particulièrement difficile. J'étais à la recherche de nouvelles routes pour mes clients, raconte-t-il. Cette grotte n'était mentionnée sur aucune carte et je voulais vérifier si elle était sûre pour des visites guidées. La grotte se trouve à environ 200 mètres de la rive, dans une falaise calcaire. Son entrée, partiellement dissimulée par la végétation, n'est visible que sous certains angles. Henri pénètre dans la grotte avec son équipement de spéléologie professionnelle. Casque, lampe, corde de sécurité. À l'intérieur, la grotte s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Le sol est sec et les parois montrent des formations calcaires typiques de la région. Mais ce qui attire l'attention d'Henri, c'est un renfoncement naturel dans la paroi, à environ 5 mètres de l'entrée. Il y avait quelque chose d'artificiel dans cette cavité, se souvient Henri, comme si quelqu'un avait délibérément caché quelque chose à cet endroit. Il s'approche et découvre un objet emballé dans du plastique étanche, coincé dans une fissure de la roche. L'objet est un carnet de voyage, parfaitement conservé grâce à son emballage imperméable. Sur la couverture, une étiquette indique « Carnet de voyage, Annecy, juillet 1990, Aurélie Duchamp ». Henri réalise immédiatement l'importance de sa découverte.
Il sort de la grotte et contacte immédiatement les autorités depuis son téléphone portable. L'appel d'Henri Gauthier parvient à la gendarmerie d'Annecy le 15 juin 2010 à 16h30. L'adjudant-chef Marie Lemoine, qui a remplacé Pierre Morel parti à la retraite, connaît parfaitement l'affaire des 5 étudiants. 20 ans après, cette disparition reste l'une des énigmes les plus troublantes de notre région, déclare-t-elle. Une équipe de gendarmes se rend immédiatement sur place, accompagnée d'un technicien de l'identité judiciaire. La grotte est minutieusement fouillée, photographiée et cartographiée. Le carnet d'Aurélie Duchamp est saisi comme pièce à conviction et envoyé au laboratoire pour analyse. Les premières constatations sont troublantes. Le carnet contient 150 pages manuscrites couvrant la période du 1er au 23 juillet 1990. L'écriture est bien celle d'Aurélie Duchamp, confirmée par comparaison avec des échantillons fournis par sa famille. Le papier et l'encre correspondent aux standards de 1990 et l'emballage plastique montre des signes de vieillissement cohérents avec une conservation de 20 ans. L'inspecteur Laurent Dufresne, maintenant proche de la retraite, est rappelé comme consultant sur l'affaire. Il examine le carnet avec l'émotion de celui qui a consacré des années à élucider cette disparition. « C'était comme retrouver la voix d'Aurélie après 20 ans de silence », confie-t-il. Le contenu du carnet est explosif. Aurélie y décrit jour après jour leurs découvertes, leurs observations, leurs analyses. Mais surtout, elle documente avec précision les activités nocturnes qu'ils ont observées sur le lac. Les dernières pages révèlent une vérité que personne n'avait osé imaginer. 20 juillet 1990. Florian a confirmé ses analyses. Les substances déversées dans le lac sont des déchets industriels toxiques. Nous avons identifié des solvants chlorés, des métaux lourds et des composés organiques dangereux. La concentration est suffisante pour affecter gravement l'écosystème du lac. Au 21 juillet 1990, David a réussi à photographier les bateaux et les hommes impliqués dans l'opération. Nous avons reconnu Marcel Fontaine, le patron d'Alpina Services. Il supervisait personnellement le déchargement. Christophe pense que nous devons rassembler plus de preuves avant de contacter les autorités. 22 juillet 1990. Nous avons découvert que l'opération implique plusieurs entreprises de la région. Les déchets proviennent de Chimie Alpine, mais aussi d'autres usines. Florian estime que des centaines de tonnes de déchets toxiques ont été déversés dans le lac au cours des derniers mois. 23 juillet 1990, nous avons décidé de filmer l'opération de cette nuit. David a emprunté une caméra vidéo. Nous avons tous les éléments pour prouver ce crime environnemental. Demain, nous irons voir la gendarmerie avec nos preuves. Mais la dernière entrée du carnet, écrite d'une écriture tremblante, révèle que leurs plans ont été compromis. 23 juillet 1990, 23h30. Nous avons été découverts. Des hommes nous ont suivis jusqu'à la grotte. Ils savent que nous les avons filmés. Christophe a caché les films et les échantillons dans la grotte. Si quelque chose nous arrive, au moins les preuves survivront. Nous entendons des voix dehors. Ils nous cherchent. David a peur. Nous aussi. Si quelqu'un trouve ce carnet, sachez que nous avons découvert un réseau de pollution industrielle qui empoisonne le lac d'Annecy depuis des mois. Les responsables sont... L'écriture s'arrête brutalement au milieu de la phrase. L'inspecteur Dufresne examine attentivement les dernières pages. Aurélie a écrit ces dernières lignes dans l'urgence, analyse-t-il. Elle savait qu'ils étaient en danger. Elle a volontairement caché ce carnet pour que la vérité puisse un jour être révélée. La découverte du carnet relance immédiatement l'enquête. Le procureur de la République d'Annecy, Jean-Pierre Moreau, ordonne la réouverture officielle du dossier. Une nouvelle équipe d'enquêteurs, dirigée par le commandant Sophie Bertrand, est constituée. Les premières investigations se concentrent sur la grotte où le carnet a été découvert. Une fouille approfondie révèle d'autres éléments troublants. Des fragments de pellicules photographiques, des échantillons d'eau dans des flacons étiquetés et des notes manuscrites dispersées. Le commandant Bertrand fait appel à des experts pour analyser ces nouveaux éléments. Les pellicules, bien qu'endommagées par le temps, contiennent encore des images exploitables. Après traitement numérique,
Elle révèle des photographies de bateaux effectuant des opérations nocturnes sur le lac. On y voit distinctement des hommes déchargeant des contenants dans l'eau. Ces images constituent des preuves formelles d'un déversement illégal de déchets, déclare l'expert en criminalistique. Elles ont été prises avec un téléobjectif, depuis une position surélevée, probablement la zone où les étudiants campaient. Les échantillons d'eau retrouvés dans la grotte sont analysés par un laboratoire spécialisé. Malgré leur âge, ils révèlent des concentrations anormalement élevées de substances toxiques, confirmant les observations notées dans le carnet d'Aurélie. Parallèlement, l'enquête se porte sur les personnes et entreprises mentionnées dans le carnet. Marcel Fontaine est décédé en 1998, mais son entreprise Alpina Services existe toujours sous une autre direction. Les nouveaux propriétaires acceptent de collaborer avec les enquêteurs et donnent accès aux archives de l'entreprise. L'examen des documents révèle des zones d'ombre dans les activités d'Alpina Services entre 1989 et 1991. Plusieurs factures correspondent à des prestations spéciales, effectuées pour des clients non identifiés. Les tarifs pratiqués sont anormalement élevés, suggérant des services particuliers. Catherine Duchamp, la sœur d'Aurélie, est contactée par les enquêteurs. « Ma sœur pressentait qu'elle touchait à quelque chose de dangereux », confie-t-elle. Dans ses dernières lettres, elle parlait de leur découverte comme d'une bombe écologique qui allait faire scandale. Les familles des autres victimes sont également interrogées. Bernard Bernot, le père de Christophe, maintenant âgé de 75 ans, ressort tous les documents qu'il avait conservés. « J'ai toujours su que mon fils était tombé sur quelque chose d'important, » déclare-t-il. « Il était trop consciencieux pour disparaître sans raison. » L'enquête révèle progressivement l'ampleur du réseau impliqué dans la pollution du lac. Chimie Alpine n'était pas la seule entreprise à utiliser les services d'Alpina pour l'évacuation illégale de déchets. Plusieurs autres sociétés de la vallée de l'Arve étaient impliquées dans ce système. Le 23 septembre 2010, 3 mois après la découverte du carnet, l'enquête connaît un tournant décisif. André Millet, l'ancien chauffeur d'Alpina Services, qui avait déjà témoigné en 1998, accepte de révéler ce qu'il sait sur les opérations nocturnes de juillet 1990. « J'ai gardé le silence pendant 20 ans par peur », confie-t-il au commandant Bertrand. Mais maintenant que Marcel Fontaine est mort et que ces jeunes ont été retrouvés, je ne peux plus me taire. Son témoignage est accablant. Il confirme que dans la nuit du 23 juillet 1990, il a participé à une opération d'évacuation de déchets sur le lac d'Annecy. Marcel Fontaine dirigeait personnellement l'opération, raconte-t-il. Il y avait 3 bateaux, et nous transportions des bidons de déchets chimiques provenant de plusieurs usines de la région. Mais ce soir-là, l'opération a mal tourné. Vers minuit, Marcel a remarqué des lumières sur la colline, continue André Millet. Il a envoyé 2 hommes vérifier ce qui se passait. Ils sont revenus en disant qu'il y avait des jeunes qui les observaient avec des jumelles et des appareils photo. Marcel Fontaine était devenu fou de rage. Il criait que tout allait être foutu si ces gamins parlaient, se souvient André. Il a dit qu'il fallait récupérer leurs appareils photo et s'assurer qu'ils ne diraient rien à personne. L'ancien chauffeur décrit alors une escalade dramatique. Marcel Fontaine a ordonné à ses hommes de poursuivre les étudiants. Ils les ont suivis jusqu'à une grotte dans la falaise. Marcel voulait juste les intimider, récupérer leurs films et leur faire peur pour qu'ils se taisent. Mais la confrontation a dégénéré. Les jeunes ont refusé de donner leurs appareils photos, raconte André Millet, la voix tremblante. Le garçon qui semblait être leur chef, Christophe, je crois, a dit qu'ils avaient des preuves de ce que nous faisions et qu'ils allaient prévenir la police. Il a dit que nous étions en train d'empoisonner le lac. Marcel Fontaine a alors pris une décision terrible. Il a contacté par radio quelqu'un qu'André ne connaissait pas, parlant de problèmes urgents et de solutions définitives. 1 heure plus tard, 3 autres hommes sont arrivés, continue André. Des types que je n'avais jamais vus. Marcel leur a parlé en privé, puis ils sont tous entrés dans la grotte. André Millet n'a pas assisté à ce qui s'est passé ensuite, mais quand les hommes sont ressortis de la grotte, les étudiants n'étaient plus là. Marcel m'a dit qu'ils avaient été relocalisés
et qu'il ne poserait plus de problème, raconte-t-il. Il m'a payé une grosse somme d'argent et m'a fait jurer de ne jamais parler de cette nuit. Le témoignage d'André Millet bouleverse l'enquête. Le commandant Bertrand demande des précisions sur les 3 hommes qui sont intervenus cette nuit-là. André décrit l'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, portant un costume malgré l'heure tardive, qui semblait avoir de l'autorité sur Marcel Fontaine. Il avait l'air d'un notable, quelqu'un d'important, précise André. Marcel, qui était pourtant un homme dur, lui parlait avec respect, presque avec crainte. Les enquêteurs explorent cette piste. Qui pouvait avoir assez d'influence sur Marcel Fontaine pour orchestrer la disparition de 5 personnes? L'examen des archives municipales et des registres d'entreprises de 1990 révèle plusieurs personnalités influentes qui auraient pu être impliquées dans ce réseau de corruption. Une découverte majeure a lieu le 15 octobre 2010. En fouillant les archives de la préfecture de Haute-Savoie, les enquêteurs tombent sur un document troublant. Un rapport confidentiel daté du 25 juillet 1990, soit 2 jours après la disparition des étudiants. Ce rapport, signé par le sous-préfet de l'époque, Jean-Claude Reynaud, mentionne une situation délicate concernant de jeunes écologistes qui auraient mal interprété certaines activités légales de traitement des déchets. Le rapport recommande de minimiser l'impact médiatique de cette affaire et de rassurer l'opinion publique sur la qualité environnementale exceptionnelle du lac d'Annecy. Il suggère également de ne pas donner suite aux allégations non fondées concernant d'éventuelles pollutions industrielles. Ce document prouve qu'au plus haut niveau de l'administration locale, on était au courant de la disparition des étudiants et de leur découverte dès le 25 juillet 1990. Plus troublant encore, il suggère une volonté délibérée d'étouffer l'affaire. Jean-Claude Reynaud, maintenant âgé de 78 ans et retraité depuis 1995, est convoqué par les enquêteurs. Confronté au document qu'il a signé 20 ans plus tôt, il nie d'abord toute implication dans la disparition des étudiants. Ce rapport faisait suite à des rumeurs qui circulaient après la disparition de ces jeunes gens, déclare-t-il initialement. Nous voulions simplement éviter que des spéculations non fondées nuisent à l'image touristique de la région. Mais sous la pression des questions, Jean-Claude Reynaud finit par révéler une partie de la vérité. Le 24 juillet 1990, il a reçu un appel téléphonique de Marcel Fontaine. Il m'a dit qu'il y avait eu un incident avec des étudiants qui fouinaient près du lac, avoue-t-il. Il voulait savoir comment gérer la situation du point de vue administratif. Reynaud admet avoir conseillé Fontaine sur la marche à suivre pour minimiser les retombées de l'affaire. Je pensais qu'il s'agissait simplement de jeunes gens qui avaient mal interprété des activités légales, se justifie-t-il. Je n'ai jamais imaginé qu'il puisse leur arriver du mal. Mais les enquêteurs découvrent d'autres liens troublants. Jean-Claude Reynaud était marié à Sylvie Fontaine, la sœur de Marcel Fontaine. Cette relation familiale explique pourquoi le sous-préfet était si prompt à protéger les intérêts de l'entrepreneur. L'étau se resserre autour du réseau de corruption. L'examen des comptes bancaires de l'époque révèle des transferts d'argent suspects entre plusieurs entreprises de la région et des comptes offshore. Marcel Fontaine avait constitué un véritable système de blanchiment pour les bénéfices tirés de l'évacuation illégale de déchets. Le 3 novembre 2010, les enquêteurs font une découverte macabre. Guidés par les indications d'André Millet, ils explorent une ancienne carrière abandonnée située à 15 km du lac d'Annecy. Cette carrière, propriété d'une filiale d'Alpina Service, avait été utilisée comme décharge sauvage dans les années 1980 et 1990. Au fond de la carrière, sous plusieurs mètres de déchets industriels solidifiés, les restes des 5 étudiants sont retrouvés. L'examen médico-légal confirme leur identité grâce au dossier dentaire. Les corps portent des traces de violence, confirmant qu'ils ont été assassinés. Cette découverte provoque un choc énorme dans la région. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire, parlant de crimes écologiques et de réseaux mafieux.
Les familles des victimes, qui ont attendu 20 ans de connaître la vérité, sont à la fois soulagées et accablées par cette révélation. L'enquête révèle progressivement toute l'ampleur du réseau criminel qui a coûté la vie aux 5 étudiants. Marcel Fontaine dirigeait effectivement un système de traitement illégal de déchets industriels qui impliquait plusieurs entreprises de la région Rhône-Alpes. Entre 1988 et 1991, son entreprise Alpina Services a déversé plus de 2000 tonnes de déchets toxiques dans le lac d'Annecy et dans plusieurs sites naturels de Haute-Savoie. Ces déchets provenaient principalement de Chimie Alpine, mais aussi d'autres entreprises spécialisées dans la production de solvants, de peintures industrielles et de produits chimiques. Le système fonctionnait avec la complicité de plusieurs personnalités locales. Outre Jean-Claude Reynaud, le sous-préfet, l'enquête révèle l'implication du docteur Philippe Lamotte, médecin-chef des services d'hygiène du département, qui falsifiait les rapports d'analyse de la qualité de l'eau du lac. Le maire d'Annecy de l'époque, Georges Vernetti, était également au courant du système, mais fermait les yeux en échange de donations généreuses pour des projets municipaux. Son successeur, interrogé par les enquêteurs, découvre avec stupéfaction que plusieurs équipements publics de la ville ont été financés par l'argent de ce trafic. L'inspecteur Dufresne, qui avait mené l'enquête originale, comprend enfin pourquoi ces investigations avaient été si systématiquement entravées. À chaque fois que je demandais des analyses complémentaires ou des autorisations de perquisition, mes demandes étaient refusées ou retardées, se souvient-il. Maintenant, je comprends que le réseau de corruption remontait jusqu'à la préfecture. Les analyses approfondies des échantillons retrouvés dans la grotte confirment l'ampleur de la pollution. Le lac d'Annecy, réputé pour sa pureté exceptionnelle, avait été secrètement contaminé par des substances cancérigènes et des métaux lourds. Heureusement, la dilution dans la masse d'eau du lac et l'arrêt des déversements après 1991 ont permis une dépollution naturelle progressive. Sans l'intervention courageuse de ces 5 étudiants, cette pollution aurait pu continuer pendant des années, déclare le professeur Marie Dubois, spécialiste en environnement à l'Université de Savoie. Leur sacrifice a indirectement sauvé l'écosystème du lac d'Annecy. L'enquête établit également les circonstances exactes de leur mort. Dans la nuit du 23 juillet 1990, après avoir filmé les opérations de déversement, les 5 amis se sont réfugiés dans la grotte pour échapper à leurs poursuivants. Christophe Bernot a eu le temps de cacher les films et les échantillons dans les anfractuosités de la roche, tandis qu'Aurélie dissimulait son carnet de voyage. Quand les hommes de Marcel Fontaine les ont découverts, une négociation tendue s'est engagée. Les étudiants ont proposé de garder le silence en échange de l'arrêt immédiat des déversements. Mais Marcel Fontaine, sous la pression de ses clients industriels qui risquaient des millions d'euros d'amende, a refusé de prendre ce risque. L'arrivée des 3 hommes, mentionnés par André Millet, a scellé le sort des étudiants. Ces hommes, identifiés comme des membres d'un réseau criminel lyonnais spécialisé dans l'intimidation et l'élimination de témoins gênants, ont été appelés par un contact de Marcel Fontaine. Les 5 jeunes gens ont été assassinés dans la grotte, puis leurs corps ont été transportés vers la carrière abandonnée, où ils ont été enterrés sous des tonnes de déchets industriels. Leurs appareils photos et leurs équipements ont été détruits. Mais les assassins n'ont pas trouvé les preuves cachées par Christophe et Aurélie dans les recoins de la grotte. En janvier 2011, le procureur de la République requiert des mises en examen pour assassinat, association de malfaiteurs et destruction de l'environnement. Jean-Claude Reynaud, l'ancien sous-préfet, est inculpé pour complicité et corruption. Plusieurs dirigeants d'entreprises impliqués dans le réseau sont également poursuivis. André Millet, qui a permis de faire éclater la vérité, bénéficie d'un statut de témoin protégé en raison des menaces qu'il reçoit. « Il a fallu 20 ans pour que je trouve le courage de parler », déclare-t-il. Mais je ne pouvais pas laisser ces jeunes gens disparaître dans l'oubli alors qu'ils étaient morts en héros. Les familles des victimes obtiennent enfin les réponses qu'elles attendaient depuis 2 décennies. Bernard Bernot, le père de Christophe, déclare
Mon fils et ses amis sont morts pour protéger l'environnement. Leur sacrifice n'aura pas été vain si cette affaire permet d'éviter de nouvelles tragédies. Une cérémonie d'hommage est organisée au bord du lac d'Annecy le 23 juillet 2011, exactement 21 ans après leur disparition. Une plaque commémorative est installée portant cette inscription. À la mémoire de Christophe Bernot, Aurélie Duchamp, Florian Marchand, Sandrine Lepage et David Leroy, étudiants courageux morts pour défendre l'environnement, juillet 1990. Le procès s'ouvre en septembre 2012, devant la cour d'assises de Haute-Savoie. Les révélations suscitent une émotion considérable dans l'opinion publique. Jean-Claude Reynaud est condamné à 15 ans de prison pour complicité d'assassinat et corruption. Plusieurs dirigeants d'entreprises écopent de peines de prison ferme et d'amendes records. L'affaire a également des répercussions importantes sur la législation environnementale française. Le décret Annecy, adopté en 2013, renforce considérablement les contrôles sur le traitement des déchets industriels et les sanctions en cas de pollution volontaire. Henri Gauthier, le guide de montagne qui a découvert le carnet d'Aurélie, reçoit une médaille d'honneur pour sa contribution à la résolution de l'affaire. « J'ai juste fait mon travail », déclare-t-il modestement. « Mais je suis fier d'avoir permis à ces jeunes gens de témoigner depuis leur tombe. » Le lac d'Annecy retrouve progressivement sa réputation de pureté. Les contrôles environnementaux sont renforcés et un observatoire permanent de la qualité de l'eau est mis en place. Paradoxalement, cette tragédie a contribué à faire de la région l'une des mieux protégées de France sur le plan écologique. En 2015, Catherine Duchamp, la sœur d'Aurélie, publie un livre retraçant l'affaire. Le carnet d'Aurélie, 20 ans pour la vérité. Les bénéfices sont intégralement reversés à une fondation de protection de l'environnement créée en mémoire des 5 étudiants. Aurélie et ses amis rêvaient de devenir des scientifiques et des journalistes pour protéger la nature, écrit Catherine dans la préface. Leur mort tragique a permis de sauver l'environnement qu'ils aimaient tant. Ils sont devenus, malgré eux, des symboles de la lutte pour la préservation de notre planète. L'affaire des 5 étudiants d'Annecy reste dans les annales de la justice française comme l'un des crimes environnementaux les plus graves du XXe siècle. Elle a également marqué un tournant dans la prise de conscience écologique de la société française, prouvant que la protection de l'environnement peut parfois exiger le sacrifice ultime. Aujourd'hui, le lac d'Annecy accueille chaque année des milliers de visiteurs qui viennent admirer la pureté de ses eaux. Peu d'entre eux savent qu'ils doivent cette beauté préservée au courage de 5 jeunes étudiants qui ont payé de leur vie leur engagement pour l'écologie. Leur histoire rappelle que derrière chaque paysage protégé se cachent parfois des héros anonymes qui ont tout sacrifié pour les générations futures. Cette affaire nous montre à quel point la corruption peut gangrener une société et comment des intérêts économiques peuvent pousser certaines personnes aux pires extrémités. Elle illustre aussi le courage de jeunes gens ordinaires qui, face à une découverte troublante, ont choisi de faire le bon choix malgré les risques. Que pensez-vous de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices qui montraient de l'ampleur du réseau de corruption dès le début? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par le destin tragique de ces 5 étudiants, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour honorer leur mémoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour découvrir d'autres affaires qui ont marqué l'histoire de France. Leur sacrifice nous rappelle l'importance de la vigilance citoyenne dans la protection de notre environnement.